Désolé. Donc, on se retrouve pour ce live un peu spécial pour cette mobilisation du 31 janvier contre la réforme des retraites, auquel, selon la police, il y a eu plus de 1,2 million de personnes et selon la CGT, plus de 2,8 millions de personnes. On se dirige ainsi sur une mobilisation qui serait record, que ce soit sur les chiffres de la police ou les chiffres des syndicats, même si en 2010, on avait atteint un pic selon les syndicats de 3,5 millions. Et pour parler de cette journée un peu historique, je vous présente mes chroniqueurs et mes invités pour lesquels on va en parler. Bienvenue Pierre. Merci Boyan, bienvenue. Merci, bonne soirée. Et ensuite, après, bienvenue Mathieu, qui est directeur adjoint des études et qui a travaillé également sur la réforme des retraites et qui pourra rentrer sur tous les paramètres. Et par cas, si vous avez des questions sur votre régime, etc., il pourra vous aiguiller. Alors, on va commencer sur ce point en plusieurs parties. Et ce que je vous propose, c'est qu'on traite d'abord le bilan de la grève, l'analyse de la manifestation, la sociologie, comprendre ce qui s'est passé en gros. Est-ce qu'on a eu beaucoup plus de grévistes que le 19 janvier? Est-ce qu'on en a eu vraiment des grévistes qui étaient complètement différents? Est-ce que c'est les mêmes sociologies? Est-ce que ce sont les mêmes acteurs qui sont impliqués? Ou est-ce qu'on n'a pas une France différente qui commence petit à petit à se mobiliser, notamment lorsqu'on regarde les cartes et le fait que la mobilisation est différente à Paris et dans certaines régions de France? C'est la première partie. La deuxième partie, ce que je vous propose, c'est d'expliquer comment le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. En fait, on a remarqué que progressivement, en fait, les sondages baissaient plus le gouvernement parlait depuis la présentation du projet par Elisabeth Borne début janvier. Et puis après, ce que je vous propose, c'est de faire un peu de perspective et de voir les conséquences de cette manifestation. Est-ce que le gouvernement va changer de stratégie? Est-ce qu'il peut même changer de stratégie? Est-ce qu'on se dirige éventuellement vers une dissolution, une crise de régime? Et éventuellement, en cas d'usage de 49.3, on va essayer d'aborder un peu tout ça. Et la question principale, c'est est-ce que Macron peut-il céder en fait face à la rue? Donc c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui, auquel j'espère que vous pourrez apporter et entendre une réponse dessus. Alors pour commencer, Mathieu, est-ce que tu peux revenir sur le bilan de la manifestation, comment tu l'interprètes, comment tu l'analyses et un peu quels sont, toi, quel est ton point de vue dessus? De ce qu'on a vu, en tout cas, la mobilisation, elle est plus importante qu'elle ne l'a été il y a 2 semaines, principalement parce que, donc là on le voit, hein, on voit qu'il y a à peu près, que ce soit sur les chiffres de la police, du ministère de l'Intérieur et les chiffres des syndicats, on voit qu'il y a une progression assez significative, quand même, il faut le dire, de la mobilisation et du nombre de manifestants. Par contre, ce qu'on remarque aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une baisse du nombre de grévistes aussi. Donc là, on voit tout de suite, c'est le premier élément et le premier renseignement qu'on voit sur le graphique, on voit tout de suite que les personnes qui se sont mobilisées contre la réforme des retraites aujourd'hui sont légèrement différentes que celles qui se sont mobilisées au 19 janvier. Et donc là, on a déjà un premier élément sur lequel le gouvernement va devoir affronter, c'est que ce qui se traduit dans les sondages en termes de rejet dans l'opinion par les Français, en termes de hausse de rejet dans l'opinion par les Français de la réforme des retraites, se traduit dans la rue. Et donc c'est plutôt des signaux positifs pour les personnes qui ont organisé la manifestation. Mais du coup, Mathieu, je vais te poser la question. Au départ, on pensait, enfin, l'ensemble des observateurs et des analystes du renseignement, etc., disaient que c'était plutôt le corps syndical qui s'était mobilisé lors de la manifestation du 19 janvier. Est-ce que c'est pas éventuellement une France différente qui s'oppose? Parce que dans le graphique là, que vous voyez, on voit bien que notamment, il y a une perte, une baisse du nombre de grévistes à la SNCF, EDF, Engie, Tous les, des tous corps les qui camps sont de la fonction, ouais. syndiqués. Éducation. Et donc, du coup, pour compenser ça, il y a bien d'autres personnes qui sont parties se mobiliser. Et toi, comment C'est tu ça. l'interprètes? Est-ce que tu vois, c'est quelle sociologie, quels acteurs pour toi sont partis se mobiliser? Je vois deux types de profils. Là, on voit, en fait, il y a deux types de profils selon deux types de régions. En fait, on voit des disparités territoriales. Il y a le premier type de profil, plutôt dans les grandes métropoles, c'est plutôt des personnes un peu plus jeunes qui ont manifesté. En tout cas, c'est ce qu'on voit à peu près dans les différentes images de la manifestation. Ça, c'est plutôt sur les grands bassins, les grandes métropoles, Paris, etc., etc. Pour ce qui est de l'autre catégorie d'actifs, de l'autre catégorie d'acteurs qui s'est mobilisée, ce sont les actifs, et c'est la France du travail, où on voit commencer à apparaître dans les cortèges des personnes qui sont soit de la fonction publique, mais euh, plus en difficulté, type policiers, etc., qui se sont mobilisés. On voit aussi
les caissiers, les caissières, la France du travail, donc cette France des actifs qui ne vote plus pour Emmanuel Macron depuis longtemps et qui ne s'était pas mobilisé encore au 19 janvier. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Merci, merci Mathieu. Toi, Pierre, sur ce point-là, ou peut-être Mathieu, hein, c'est comme vous voulez, est-ce que vous voyez une similarité entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé historiquement en France en 2010, en 95, ou à une autre date, ou notamment face aux Gilets jaunes? Pour vous, ce qu'on est en train de voir ressemble plus à quel mouvement? Et ben écoute, moi j'aime à penser que comparaison n'est pas raison et qu'en soi c'est difficile de comparer un mouvement social à un autre. On peut dire d'une part que ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes puisque là ça émane en fait des syndicats, d'une union syndicale en fait retrouvée puisque jusqu'à maintenant, donc, il montre un front uni en fait contre Macron, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et c'est pour cela que justement on ne peut pas rapprocher cela des Gilets jaunes, même de la, comment dire, des manifestations avortées en 2019-2020, parce que celles-ci ben, n'avaient pas une unité aussi franche et surtout elles ont été stoppées par la crise du coronavirus. Donc, de ce point de vue-là, on peut rajouter, on peut rapprocher en fait ces manifestations de 2010. En fait. De 2010, vraiment, on voit qu'il y a un front uni et que véritablement, il y a vraiment la capacité des syndicats, une capacité retrouvée de justement de déplacer les foules, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et on pouvait craindre que justement les syndicats en France étaient comme morts. C'est-à-dire qu'on se demandait si véritablement donc le faible taux de participation aux élections syndicales pouvait indiquer une perte de vitesse en France. Ce n'est vraisemblablement pas le cas. Euh, Philippe Martinez et Laurent Berger ont réussi en fait à retrouver une seconde jeunesse et donc c'est pour cela qu'on peut rapprocher ce mouvement de celui de 2010. On ne peut pas encore rapprocher cela à 1995. En 1995, il faut bien se rappeler que justement, c'était une grève qui était totale, c'est-à-dire durant quasiment un mois, la France a véritablement été bloquée. La France était à l'arrêt. Ce n'est pas encore le cas actuellement. C'est pour ça qu'on ne peut pas rapprocher les deux mouvements. Maintenant, au vu de la grande réussite en fait, de la manifestation d'aujourd'hui, on peut se demander si justement, donc, dans les semaines à venir, en fait, il n'y aura pas un effet boule de neige et s'il n'y aura pas plus de manifestants. Il faut bien se rappeler que l'intersyndicale a appelé à des nouvelles manifestations le 7 et le 11 février, et donc ça tombe juste avant les vacances scolaires de février, mais surtout, ça tombe le week-end, c'est-à-dire que les syndicats et surtout la CFDT comptent sur une mobilisation beaucoup plus forte de ceux qui ne peuvent pas se permettre de manifester en fait en semaine. Et donc, on pourrait avoir donc vraiment un rejet de la France qui se lève tôt, de la France qui travaille, et donc, vous pouvez rapprocher cela de 95 et d'un mouvement social réussi, puisqu'il faut bien se rappeler qu'en 2010, même si les foules ont été dans la rue, la mesure est tout de même passée. Oui, mais justement, on a un premier commentaire d'Easy Gamer. Pour la police, il y avait 500 manifestants. Alors même la police a reconnu qu'il y avait, selon le ministère de l'Intérieur, il y avait plus de 1,2 million de manifestants. Donc là, on est sur une base qui est plutôt record. N'hésitez pas, vous pouvez réagir. On essaiera d'ajouter le maximum de commentaires et de répondre à tous vos commentaires. Vous pouvez nous suivre à la fois sur Facebook, YouTube et sur Twitter. N'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires et à agir entre vous. Mathieu, moi, je vais revenir sur la question de la mobilisation. Là, Pierre disait qu'on se rapprochait plus de 2010, mais comme on a une évolution, et je vais remettre le graphique que tu avais mis, on voit quand même qu'il y a un changement. Il y a un changement du nombre d'acteurs, il y a un changement aussi en termes de profil. Est-ce que toi, tu penses que petit à petit, on ne peut pas se diriger vers un scénario à la 95, qui est le scénario qui fait peur à tous les gouvernements, dans la mesure où c'est plus
plus forcément la même France que le 19 janvier qui manifeste. Et si ce n'est pas la même France, on verra le point précis dans le détail des cartes, au niveau des territoires, la France de sous-préfecture. Mais si tu as la France des sous-préfectures et éventuellement les salariés du privé qui commencent à manifester parce qu'ils sont contre la réforme des retraites, ça pose un véritable enjeu. Donc, est-ce que pour toi, on ne se dirige pas éventuellement vers un scénario à 95 à mesure où les syndicats qui font front uni, comme l'a rappelé Pierre, commencent petit à petit à poser les bases d'une grève de plus longue durée? Oui, exactement. Moi, c'est pour ça que je le voyais un peu différemment de ce que Pierre a dit, même si c'est juste. Moi, je vois vraiment plutôt pour l'instant. En fait, sur le plan syndical, ça reste pour l'instant quelque chose qui qui ressemble à 2010. Sur le plan politique, par contre, moi, je pense que clairement, on rentre dans un scénario à la 95, le scénario qui fait peur à tout le monde, parce que cette réforme des retraites, elle a deux caractéristiques qui sont proches de 1995. C'est que quand on se rappelle de 1995, lorsque Jacques Chirac est élu, puis nomme Alain Juppé, alors qu'il a été élu sur une campagne fracture sociale sur la ligne de Philippe Séguin, il met Alain Juppé et le tournant libéral avec un plan sur le modèle social qui était global et qui a été perçu par toute la société comme étant plutôt négatif. Là, on a aussi une réforme des retraites qui est paramétrique et qui donc va toucher tout le monde. Et donc, on rentrera dans les calculs, mais tout le monde a fait un peu ces calculs en disant je suis rentré sur le marché du travail à 21 ans, à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans, qu'est-ce que je vais avoir? La réforme des retraites, elle touche aujourd'hui, celle que propose Emmanuel Macron, elle touche tout le monde. Donc, pour le coup, là, il y a un premier élément qui se rapproche de 1995 sur le plan politique. Sur le plan politique, il y a un deuxième élément aussi, c'est que Emmanuel Macron, comme Alain Juppé, n'ont plus de capital politique. Pour Alain Juppé, il n'avait plus de capital politique parce que dans les deux cas, on est sur une élection contracyclique. Et là où il y avait un chiffre qui est intéressant dans le sondage des labs, c'est que pour 71% des Français, Emmanuel Macron n'a pas été élu pour ça, il a été élu pour faire barrage pour d'autres raisons, dont faire barrage au Rassemblement national. Et là, en l'état, on est face à quelque chose qui, pour moi, ressemble à 95, en un sens que les deux facteurs clés de réussite pour une mobilisation contre les réformes des retraites sont réunis, c'est-à-dire que le gouvernement n'a plus de capital politique et la réforme est jugée globale et touchant toute la société. Et on le voit là dans ce tournant de la mobilisation. Et moi, je n'exclus pas que ce soit véritablement la France du travail qui affronte le gouvernement encore sur les prochaines semaines, parce qu'on le voit là vraiment sur les graphiques, tous les grévistes, enfin toutes les fonctions, les corps de la société, du secteur public, fonction publique territoriale, hospitalière, éducation nationale, les taux de grévistes baissent en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans la rue et c'est la France du travail. Et c'est cette même France du travail, et on reviendra peut-être dessus, mais qui avait boudé Emmanuel Macron sur l'aide au carburant. En fait, on a vu que Emmanuel Macron, il a fait un peu la même stratégie que lors des Gilets jaunes, où lorsqu'il veut faire passer sa réforme des retraites, il donne un tournant un peu social en donnant des aides. Donc là, à l'époque, c'était les aides pouvoir d'achat. Là, c'est l'aide carburant. Sur les aides pouvoir d'achat, elles avaient été plutôt bien réceptionnées. C'est ce qui avait aussi permis d'enrayer et d'essouffler la manifestation. Sur l'aide au carburant, on voit qu'un tiers des Français qui sont éligibles, sur les 10 millions de Français éligibles, un tiers d'entre eux ont seulement réclamé leur aide. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 tiers des Français qui n'ont pas réclamé l'aide au carburant et qui, de fait, alors qu'elle est nécessaire, cette aide au carburant, pour cette France du travail qui souffre de prendre la voiture avec des prix au carburant qui explosent, si les Français ne viennent pas chercher cette aide du gouvernement, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a été rompu définitivement entre Emmanuel Macron et la France du travail. Merci Mathieu. Je propose qu'on passe au deuxième point. Pierre, je vais t'interroger dessus pour commencer. Comment le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion face aux syndicats? Notamment, tu revenais sur la question du front uni des syndicats. Est-ce que pour toi, le fait que les syndicats soient en front uni avec une manifestation plutôt on va dire, à l'image de Laurent Berger, c'est-à-dire plus calme, plus pacifique, que sur une manifestation beaucoup plus dure à l'image de Martinez, a joué pour rassembler plus de gens qu'uniquement les personnes qui se syndicalisent et qui manifestent habituellement? Oui, donc tu l'as très bien rappelé, en fait, cette manifestation,
Et la mobilisation des Français en fait montre bien que c'est véritablement Laurent Berger qui a pris l'ascendant sur Philippe Martinez. Parce que comme tu l'as rappelé, donc Laurent Berger est favorable donc à la multiplication des grèves comme cela, mais pas au blocage en fait, et pas à l'opposition dure au gouvernement, alors que c'est le cas de Philippe Martinez. C'est pour cela que Laurent Berger est bien plus redouté en fait par les macronistes que ne l'est Philippe Martinez. Parce que justement, lui, il est encore dans son schéma réformiste, il est dans son schéma en fait de discussion. Et c'est ce qui fait peur au gouvernement, parce que c'est très bien que les Français sont beaucoup plus réceptifs à cela. C'est vrai que, comme disait Mathieu, en fait, cette seconde manifestation est très caractéristique, et surtout quand on regarde en fait dans quelle ville en fait se trouvent les manifestants, dans quelle ville se trouvent les manifestants. Parce que dans le graphique qu'on a montré précédemment, donc on parle seulement de Paris, c'est vrai que dans les grandes villes en France, donc le nombre de manifestants est assez stable. Mais après, ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui, c'est une augmentation caractéristique en fait du nombre de manifestants dans les villes moyennes, les petites villes, ce que Guy, lui, pourrait appeler la France périphérique, la France en fait des préfectures, voire des sous-préfectures. Et en fait, ça montre bien que justement, ouais, l'opinion a perdu, le gouvernement a perdu l'opinion publique, et ces gens-là qui ne sont pas habitués à les manifester, en fait, qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont des petites villes, en fait, de province, par exemple, sont prêts, donc, justement, à montrer leur désaccord au gouvernement. Et après, si je peux me permettre de revenir un petit peu sur 2010, en fait, pour l'instant, j'ai dit que ça ressemblait à 2010, mais il faut bien voir une chose. En 2010, même si les Français étaient opposés majoritairement à la réforme des retraites d'Eric Woerth, près de 70% des Français pensaient que c'était nécessaire en fait de modifier le système des retraites. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, comme Mathieu l'a rappelé. Donc, 61% des Français sont opposés au gouvernement et ne voient pas l'intérêt d'une telle réforme, en fait. Ils ne voient pas l'intérêt et ne comprennent pas, en fait, l'argumentaire du gouvernement qui dit on doit trouver de l'argent coûte que coûte. Cette réforme est très malvenue parce qu'elle survient alors qu'on est frappé par l'inflation et par un coût de la vie démentiel. Et d'autre part, les Français se disent bien, écoutez, on n'a pas besoin, comment dire, le système des retraites peut fonctionner encore comme il l'est actuellement. Donc pourquoi faire cela maintenant? Et donc, c'est pour ça que le gouvernement a complètement perdu l'opinion. L'opinion donc ne suit plus le gouvernement, et c'est pour ça que, comme disait Mathieu, on pourrait facilement se retrouver vers un schéma 95, parce que l'opinion n'est pas du tout pour le gouvernement, et donc il ne manque qu'une chose, c'est montrer leur désaccord. Et donc, je pense que la troisième manifestation qui se tiendra un week-end verra encore plus de manifestants. Et donc, là, on verra bien que justement la bataille d'opinion a bel et bien été perdue par le gouvernement. Et puis, il y a un point sur ce que tu dis, Pierre, qui est essentiel, c'est aussi la question par rapport à Nicolas Sarkozy. Au-delà du capital politique, c'est aussi des clivages politiques à l'époque où c'était plutôt un 50-50 pour la réforme des retraites, pour et contre la réforme des retraites, grosso modo avec la gauche d'un côté et la droite de l'autre. Là, on a vraiment quelque chose où Macron a déstructuré les partis traditionnels PS et UMP, et il a fait en faisant disparaître ces deux partis-là ou en les faisant réduire dans l'opinion publique, il s'est heurté à sa propre stratégie de faire le parti unique, parce que au-delà même, et c'est là où je trouve qu'il y a un indicateur qui est très négatif pour le gouvernement, c'est que dans les sympathisants d'Emmanuel Macron, dans son bloc électoral, la réforme ne fait pas l'unanimité, parce que justement, elle agrège une des sensibilités de gauche, sociale, qui sont sur l'ancien logiciel socialiste, et qui ne veulent pas de cette réforme-là profondément. Donc il y a aussi un enjeu là pour le gouvernement sur sa majorité, et ça va entraîner du coup, et William t'avait dit qu'on en parlera après, sur la question du vote à l'Assemblée nationale, et aussi est-ce que la majorité LREM, coûte que coûte, suivra en fait. T'es en mute, William. J'ai posé la question sur Twitter, donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter ou sur les différentes plateformes à la question que j'ai posée.
Est-ce que Macron va-t-il céder à la rue et si possible, essayer d'expliquer pourquoi. Il y a une deuxième question, donc c'est celle que je vous ai posée maintenant, auquel je vais interroger, c'est pourquoi en fait le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion publique. On démarre, je crois, lors de la présentation du projet, on est sur un rejet de la réforme à 55, 58, 60%, et là on monte petit à petit pour atteindre 72, 75%, et on peut même se poser la question si on ne va pas attendre 80% en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc ça pose un véritable sujet. Mais question que je voulais revenir, parce qu'en plus on a un commentaire sur YouTube qui est intéressant. La différence avec 2010, c'est qu'il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, inflation, guerre en Ukraine, hausse des taxes, qui jouent aussi dans le contexte actuel sur ce que disait Pierre, sur le fait que, au final, les gens ne veulent pas faire la réforme maintenant. Je pense qu'il y a un point intéressant, c'est un sondage qui a été fait par OpinionWay qui disait qu'il y avait 68% des Français qui pensaient qu'une réforme était nécessaire. Seulement, ils ont oublié de dire quand est-ce qu'ils voulaient la réforme. Et ça, je pense que c'est un point important. Peut-être qu'on va revenir dessus. C'est pour vous, quels sont les ressorts profonds qui expliquent, parce que normalement, sur un sujet comme ça, on ne peut pas atteindre 75-80% de rejet. On est plutôt sur un bloc à 50-50 ou 45 pour ou 40 pour et 60 contre. Qu'est-ce qui explique pour vous qu'on est passé à un tel niveau de rejet? Peut-être commencer par Pierre dessus. Pour toi, qu'est-ce qui explique qu'on est passé à un tel niveau de rejet? Notamment, peut-être que tu peux nous faire un lien du vu d'Allemagne, parce que l'Allemagne dit Oui. qu'en gros, c'est une petite réformette, 62-64, c'est pas très grave, quoi. Oui, non, voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que plus que la réforme, parce que les Français, je pense pas que tous les Français qui ont manifesté donc lors des 2 premières législatives sont opposés à ça. Par contre, c'est un rejet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, en fait, qui ont une politique vraiment d'y aller frontalement, en fait, et de ne pas chercher, en fait, à négocier. Les Français n'aiment pas du tout ça, et donc ils se sentent lésés, on va dire. C'est vrai que voilà. Et après, donc, des députés de la majorité, sous anonymat évidemment, ont dit que soutenir cette réforme était de plus en plus difficile et en fait, essayer de la défendre en province était très difficile parce que les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas surtout pourquoi pourquoi le gouvernement est acharné à ce point à ne pas vouloir discuter. Ils pensent que véritablement, même s'ils ne sont pas tous pro, en fait, Mélenchon ou pro Martinez, ils se disent, bah, écoutez, moi, je ne suis pas contre une certaine forme de discussion peut-être avec Laurent Berger, il est beaucoup plus modéré, en fait, que Martinez. Mais ça, le gouvernement n'en veut pas. Le gouvernement n'en veut pas, Elisabeth Borne l'a dit, on ne touchera pas à 64 ans. Et donc voilà, et c'est, je pense, le fait que les Français voient que c'est inflexible et que le gouvernement n'a qu'une seule réponse à leur donner, c'est écoutez, dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022, c'était prévu, donc on le fait, vous avez voté pour ça. Ils se disent que non, non, ils n'ont pas voté pour ça, ils ont voté pour faire barrage au RN, mais ils n'ont pas voté pour une augmentation de l'âge légal de départ à la retraite, donc ils se Donc, toi, sentent lésés. tu dis, il y a une erreur d'analyse, c'est que Macron considère qu'il a été élu sur son projet et qu'il y a beaucoup de Français qui ont voté pour lui au second tour, qui considèrent qu'ils l'ont fait uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen, dont principalement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui se sont reportés massivement sur Macron dans le cadre du second Voilà. tour. Merci Pierre. Mathieu, je vais te poser une question qui est en lien avec un commentaire qu'on a reçu sur YouTube. Pourquoi repousser l'âge de départ alors que les seniors sont au chômage avant 60 ans? Ouais. C'est une bonne question, c'est une véritable interrogation qui fait écho à ce que moi j'avais écrit. C'est est-ce que en fait le rejet de la réforme des retraites en période de crise n'est pas une inquiétude des Français qui considèrent que les lendemains vont être pires que ce qu'ils vivent actuellement et pires que le passé et que leurs enfants vivront moins bien qu'eux? Mm. Parce qu'il y a une question qui est intéressante qu'on n'a pas abordée pour l'instant. Le fait que les retraités soient majoritairement opposés à la réforme des retraites est une nouveauté. Ça Mm. n'est jamais arrivé. Normalement, les réformes des retraites n'impactant pas les retraités, ces derniers Yes. sont souvent favorables à ce que les autres fassent plus d'efforts qu'eux. Mais le fait que les retraités soient opposés crée un lien de solidarité, en fait. Et moi, je pense que cette question, je la remets, est intéressante. Pourquoi repousser l'âge de départ? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si Claire est retraitée ou pas, alors que les seniors sont au chômage avant 60 ans. Mm. Mathieu, je te laisse réagir. Moi, c'est une excellente question et ça fait aussi écho à un texte qu'on avait signé avec Olivier sur l'emploi des seniors.
En plus, ce qui est encore plus vrai dans ce que dit Claire, c'est que les seniors sont davantage au chômage à partir de 60 ans et le sont encore plus après 62 ans. En fait, on a un taux de chômage des seniors, je parle bien des chômages, pas ceux qui se mettent en chômage anticipé par rapport pour avoir la retraite. On a un taux de chômage des seniors qui progresse énormément avec l'âge, avec effectivement toutes les difficultés pour retrouver un emploi qui sont, enfin, plus on avance dans l'âge et plus il est difficile de retrouver un emploi. Donc là, il y a déjà une première interrogation qui est légitime et réelle et qui pose déjà, je trouve, un point important au gouvernement, c'est est-ce que cette réforme-là, elle est raisonnable ou est-ce qu'elle est, on va dire, elle va dans le bon sens, en fait, selon les Français, quand on fait un raisonnement de cette manière-là, effectivement, on peut trouver qu'elle est absurde. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et elle peut paraître absurde. Ensuite, il y a un autre élément qui me paraît clé sur la question de la solidarité intergénérationnelle entre donc, les personnes âgées et les actifs, c'est que alors qu'on a eu une élection présidentielle où les retraités ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron, là, on voit qu'il y a un désengagement sur ce projet-là. Donc, ça montre encore plus, je trouve, la solidarité intergénérationnelle. Et c'est pour moi lié, je le lie avec l'idée que les temps sont beaucoup plus durs pour les Français aujourd'hui avec le contexte inflationniste, qui est une situation quand même qu'on n'a plus vue depuis la fin des années 80. Le contexte inflationniste, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, etc. Et c'est là où justement c'est le deuxième ressort de l'élection d'Emmanuel Macron qui revient, c'est le parti de l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut incarner le parti de l'ordre en mettant les Français les uns contre les autres sur une réforme qui leur paraît justement maintenant. Ah, j'ai un bug dessus. Je te laisse continuer. Non, ce que je disais. Bah, écoute, Mathieu, reprends le temps que j'ai avec mes problèmes de son. Non, mais donc, de fait, moi, je trouve qu'il y avait justement cette double problématique sur la question de l'absurdité d'une réforme et de la justice, de l'injustice de la réforme, en tout cas telle qu'elle est présentée. Et puis, il y a un autre commentaire, et peut-être que William, lorsqu'il reviendra avec les problèmes de son, qui est intéressant, c'est la comparaison entre les âges de départ en retraite entre les pays européens. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui fait qu'on n'a pas le même modèle productif et on n'a pas le même modèle social que certains des autres pays. Mais je pense que Pierre, tu as des éléments à nous donner sur les distinctions entre les différents modèles sociaux. C'est ça la question. Oui, oui, évidemment, c'est vrai que encore une fois, donc c'est très difficile de comparer, comme j'ai eu au début. C'est vrai que beaucoup vont comparer, donc c'est sûr que l'âge légal de départ de la retraite est bien plus important dans d'autres pays. Mais après, ce qu'on oublie, comme tu dis, de mentionner, c'est que justement, on n'a pas les mêmes modèles productifs et on n'a pas justement les mêmes modèles sociaux. C'est-à-dire en Allemagne, certes, on travaille plus et les gens sont amenés à plus travailler, mais il ne faut pas oublier qu'avec la réforme des retraites qui a été faite il y a quelques années, donc et une retraite par capitalisation assez dure, on va dire. Et certains retraités allemands sont obligés en fait d'aller dans les parcs chercher en fait les bouteilles en verre pour les recycler et parce qu'il y a la consigne. Et donc pour récupérer un petit peu d'argent des bouteilles qu'ils trouvent dans les parcs. C'est pour vous dire à quel point donc il y a un problème. En France, ça marche encore le modèle social, donc c'est pour ça. Ça rajoute aussi au fait que justement les Français ne comprennent pas pourquoi maintenant. S'il y avait un peu plus de pédagogie, si on leur faisait comprendre que justement, écoutez, l'espérance de vie est beaucoup plus importante, le nombre d'actifs va diminuer, donc il faudra bien évidemment repenser le modèle des retraites, mais avec ça, j'ai vu surtout Elisabeth Borne et ses comparses essayer un passage en force. Je n'ai pas fait en fait de pédagogie et c'est ce que pour moi, c'est le problème principal de cette réforme, en fait.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, Pierre, aussi, il y a un élément qui n'est pas donné du tout dans les débats sur la question des retraites. Et c'est là où moi, c'est l'élément qui me fait euh, non pas défendre la réforme, mais me dire que cette réforme-là est nécessaire, euh, avec évidemment toutes les grandes politiques sur l'emploi des seniors, etc., qu'il faut faire pour l'accompagner. C'est la question de la productivité. Parce qu'en fait, il y a aussi eu quelque chose qui a fait que notre modèle social a pu être différent des autres jusque dans les années 2000. C'est qu'en fait, les Français gagnaient en productivité au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des décennies, depuis, on va dire, depuis les années 50 et depuis encore plus avec l'époque gaulliste. Et là, effectivement, avec le ralentissement de la productivité, on se retrouve en fait dans une situation où on est obligé si on n'a pas encore augmenté, si on n'augmente pas notre productivité, et pour augmenter la productivité, bah, tu sais très bien, il faut augmenter faut rompre avec le déclin éducatif, il faut une nouvelle politique de l'enseignement supérieur, il faut beaucoup de choses. Non, tu as raison. C'est vrai que depuis donc la réforme des 35 heures, c'est vrai que beaucoup à l'étranger se sont dit les Français sont paresseux, ne travaillent pas assez. C'est vrai qu'on en compare. Donc annuellement, donc un Français donc aux 35 heures travaille 630 heures donc annuellement, alors qu'un Américain ou un Anglais est à plus de 800 heures par semaine. Mais à côté de cela, donc il y avait une productivité qui était bien plus importante, ce qui pouvait expliquer que justement on était un modèle à part et que justement on ne pouvait pas donc justement transposer les modèles venant de l'étranger. Aujourd'hui, c'est différent. Et c'est vrai que les Français, comme je l'ai dit, ont besoin de pédagogie, c'est-à-dire les Français, comme dit Napoléon III, le bon sens est la chose la mieux répartie au monde. On lui disait que justement il avait été mal élu parce qu'il avait été élu principalement par les campagnes. Les Français sont aptes à comprendre que justement il y a une augmentation de l'espérance de vie, une baisse du nombre des actifs. Donc ça, les Français vont le comprendre. Le problème, c'est que ce passage en force, ce manque de pédagogie et ce manque d'accompagnement, pour moi, fait beaucoup de mal et explique pourquoi donc, le gouvernement a perdu l'opinion, en fait, le match de l'opinion, au profit donc, de Martinez et surtout de Berger. Parce que voilà. Et donc, comme tu dis, il faut repenser tout ça et il faut investir sur l'éducation, il faut investir pour réindustrialiser, il faut investir pour que justement on garde un modèle à part. Et ça n'est pas fait. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Ouais. Okay, j'ai changé d'ordinateur. Bon, voilà. Justement, je posais une question qui est posée sur YouTube de FHEL. N'hésitez pas, si vous voulez réagir, à mettre des commentaires sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Qu'en sera-t-il pour les adultes handicapés qui n'ont pas pu atteindre le taux plein? Et je trouvais que cette question est intéressante parce qu'en fait, ça permet d'aborder le deuxième point de pourquoi le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Ils ont notamment perdu la première bataille qui était celle de la question de la nécessité. On a abordé tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se disent on aurait pu faire la réforme plus tard. Et l'argument avancé par les opposants sur le fait le corps dit que les régimes sont équilibrés, oui pour l'instant, mais on n'a pas vu pour plus tard. Ils ont perdu cette bataille-là. Ensuite, après, ils ont perdu une deuxième bataille que moi je trouve primordiale en France. On connaît la passion française pour l'égalité, notamment avec l'ouvrage de Tocqueville. Est-ce que le gouvernement n'a pas réussi à expliquer pourquoi sa réforme serait juste ou injuste? Et justement, est-ce qu'ils n'ont pas perdu la bataille dessus, notamment du fait que pour mobiliser autant de gens, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes considèrent que c'est eux qui vont payer les pots cassés et qu'en fait, cette réforme ne leur permettra pas d'atteindre. Je pense que cette question, notamment ce commentaire, est intéressant. Je pense que le commentaire que j'avais déjà mis tout à l'heure sur pourquoi au poussage de départ, que les seniors sont déjà au chômage avant 60 ans, est intéressant. Et on a eu tout un débat sur les carrières hachées, notamment pour les femmes, sur le fait que c'était très difficile d'atteindre 43 années de cotisation. Est-ce que le gouvernement aurait pu faire différemment pour vous, ou est-ce qu'il n'avait pas le choix, il s'en mêlait les pinceaux? Et je vais prendre un argument qui vous posera notamment en conclusion de cette deuxième partie, c'est est-ce que plus le gouvernement parle, plus il ne s'enfonce pas? Et je mettrai la question en perspective pour aller avec notre troisième partie. Est-ce qu'on n'arrive pas au même scénario qu'avec les Gilets jaunes, auquel, à chaque fois que le gouvernement parle, il s'écroule et il commet plus de bourdes qui motivent davantage les gens à aller manifester? Voilà. Et puis surtout, il y a un autre élément, c'est comment il parle aux gens. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant, la stratégie de communication du gouvernement, elle repose sur deux éléments. Le premier, c'est durcir le ton. Il faut à tout prix durcir le ton.
faut montrer les muscles. Donc, on a effectivement Elisabeth Borne, puis après Darmanin cette semaine. Et la deuxième, ça a été, on l'a un peu moins entendu, mais ça a été la question des grands débats, du grand débat. Donc, on a eu Gabriel Attal qui est allé dans une sous-préfecture dans l'Aude, qui allait pour rencontrer les Français et leur expliquer un peu sur le modèle du grand débat national, pour ô combien la réforme est nécessaire et juste. Mais comme tu l'as dit, le gouvernement a clairement perdu la bataille de l'opinion sur ces deux leviers-là. Et moi, je pense qu'il a perdu la bataille de l'opinion principalement parce qu'il n'a pas expliqué un élément, ou du moins pas assez, voire pas du tout, un élément qui est la question des régimes spéciaux, en fait. La question des régimes spéciaux et la question des différences de mode de calcul entre le public et le privé, où on a une réelle injustice on a un modèle de retraite qui est foncièrement injuste. Pour les régimes spéciaux, ça nous coûte quasiment 4 milliards d'euros par an. Pour la fonction publique, c'est 76 milliards d'euros par an. Si on faisait quelque chose d'à peu près équilibré sur le privé, on gagnerait quelque chose comme 16, 17, 18 milliards d'euros par an. Donc, il y a vraiment, pour le coup, ces deux éléments-là sur lesquels le gouvernement n'a pas su répondre à l'inquiétude des Français, et une inquiétude qu'on entend tout à fait. C'est parfait. Du coup, Pierre, je te pose la question, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se tirer des balles dans le pied? Et ça va aborder notre point en conclusion de cette deuxième partie. Est-ce qu'ils ne font pas quand même les mêmes erreurs que lors des Gilets jaunes, à rester inflexibles? Je vais mettre deux parallèles en fait. Je vais vous poser la question sur ces deux parallèles-là. Est-ce qu'Elisabeth Borne ne se rapproche pas davantage d'Alain Juppé? Et est-ce que les ministres d'Emmanuel Macron ne sont pas en train de foutre les mêmes erreurs que lors de l'époque des Gilets jaunes? Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Les erreurs se répètent. Les erreurs se répètent. Et Elisabeth Borne, en ne cherchant pas donc justement à écouter les Français, à négocier, et le fait qu'ils soient inflexibles et qu'ils aient tous la même rhétorique disant cette réforme est nécessaire, ça explique pourquoi ils perdent la guerre de l'opinion et pourquoi donc justement ils répètent les mêmes erreurs que sous les Gilets jaunes. Je dirais que c'est même plus grave qu'avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, la manifestation des Gilets jaunes au plus fort, en fait, c'était à peu près 300 000 personnes dans toute la France. Là, donc, on est quand même à plus de 1,2 million. Et il y a donc l'appui des syndicats. Il y a l'appui des syndicats, et on sait qu'en France, donc, il y a vraiment une tradition donc, comment dire, syndicale, même si la syndicalisation en France est beaucoup plus faible que ce qu'on a pu connaître après-guerre, il y a toujours une tradition, et surtout donc le fait qu'ils aient des syndicats avec eux, ça incarne ce mouvement en fait. Il y a des chefs, les Français reconnaissent donc Martinez, reconnaissent Berger, reconnaissent peut-être Mélenchon comme étant capable d'imposer des choses au gouvernement. Et donc c'est pour cela que pour moi ces erreurs sont les mêmes, mais les conséquences ne seront sûrement pas les mêmes. C'est-à-dire je ne pense pas que ce mouvement va être étouffé, en fait, qu'on a pu le voir avec les Gilets jaunes. Je ne pense pas que la stratégie du gouvernement est la bonne. Et on aura la chance d'en parler après. Je ne pense pas que c'est une bonne chose, justement, de se montrer inflexible, parce que donc ils vont donc se poser des problèmes au niveau des députés de la majorité qui ne sont pas sûrs de voter cette réforme parce que justement donc l'opinion est contre cette réforme, et donc il y a aussi le problème des LR qui ne sont pas tous favorables donc et ils ne sont pas tous prêts à voter cette réforme parce que la stratégie du gouvernement n'a pas changé, est toujours la mauvaise, et parce que justement les Français ne sont pas d'accord avec ce qui leur est offert. Merci Pierre. On arrive à la troisième partie. Est-ce que le gouvernement, est-ce que Macron va-t-il céder à la rue? Avec plusieurs points. Il a un front qui est perdant dans la bataille de l'opinion. Il est en train de perdre dans la rue. Mathieu, est-ce qu'il va perdre la bataille parlementaire? Est-ce qu'on se dirige vers l'utilisation d'un 49.3 qui pourrait se retourner contre lui et éventuellement une dissolution? C'est les questions que je vais vous poser et la question essentielle auquel je vais vous donner
le choix des personnes interrogées. Est-ce que Macron va-t-il céder à la rue ou pas? Est-ce que le projet de réforme va être adopté ou pas? Donc d'abord, sur la bataille parlementaire, Mathieu, on a développé sur le développement et la perte progressive du gouvernement sur la bataille de l'opinion. Est-ce que pour toi, cette perte de la bataille de l'opinion va conduire à un impact au Parlement? Parce que ce qu'on remarque petit à petit, c'est que les députés commencent à se retirer. Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes, même au sein de sa propre majorité, auprès des personnes qui soutenaient initialement le projet, qui pouvaient être séduits, notamment les républicains, et qui petit à petit vont se dire, bon, bah attends, au vu de l'évolution des fils des sondages, bientôt, comme l'avait dit, je crois que c'était André Santini sur Alain Juppé en 95, s'il continue à tomber, il va finir par trouver du pétrole. Est-ce que ce n'est pas le cas d'Elisabeth Borne? C'est la question qui t'est posée, Mathieu, et puis Pierre, tu pourras agir dessus, notamment sur le cas de Borne. Est-ce qu'elle pourra rester en poste en cas d'échec de la réforme des retraites? Alors d'abord, Mathieu, sur la bataille parlementaire, qu'est-ce qui se joue? On avait initialement, selon les comptes, une majorité avec la majorité présidentielle et les Républicains, et maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Moi, déjà, je pense qu'il y a un premier problème qui est la personne d'Elisabeth Borne en elle-même qui est catastrophique. Et on le voit avec les chiffres Mathieu, de soutien. il faut l'expliquer, sinon on va te dire que Je vais expliquer. On voit avec les chiffres de soutien, en tout cas depuis le mois de janvier, elle a pris plus 20 points d'opinion négative sur sa personne. Elle a 71% maintenant. Donc elle est collée, en fait, elle s'est collée à la aide d'elle-même, à la réforme des retraites d'elle-même ou contrainte par Emmanuel Macron aussi. Il y a aussi ça. Donc tous les torts sont probablement partagés. Donc moi, je pense qu'en se collant à cette réforme à ce point, tu parles aussi de ce sondage-là. 61% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme des retraites. Ils étaient que 50 il y a 2 semaines, donc ça a monté de 11 points. Et surtout, point principal, c'est que 63% des Français considèrent que ce ne sont pas les grévistes, les syndicats qui sont responsables du conflit. 63% des Français disent que c'est Macron et Borne qui sont responsables du blocage. Ouais, en n'entendant pas la rue et en n'ayant pas fait de réelle concertation. Aujourd'hui, quel est le fruit de la concertation aujourd'hui qu'a mené Elisabeth Borne, c'est pour ça que moi je trouve que sur ce point-là, elle est en situation d'échec, c'est qu'elle elle a fait sa carrière politique à Matignon sur le principe de la nouvelle méthode et de la nouvelle méthode qu'avait lancé Emmanuel Macron, la concertation, la consultation de toutes les parties prenantes, de tous les écosystèmes, etc. Or, sa stratégie-là, elle se heurte complètement à ce qu'elle fait dans les faits sur la réforme des retraites, et notamment sur l'idée qu'elle en a aujourd'hui du dialogue social, où elle est en train de durcir le ton. Et elle a durci le ton, et c'est là encore, je trouve qu'il y a une faute de communication, elle durcit le ton un à 2 jours avant, avant les grèves quoi, et les manifestations qui ont été annoncées. Donc, il y a vraiment un mauvais sens de timing politique, en l'occurrence, sur ce point. Après, sur le point que je vois plus globalement sur la question des rapports de force à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est comment ont été et dans quelles circonscriptions ont été élus les différents candidats de La République En Marche et des Républicains, qui étaient le bloc, comme tu l'as dit, William, qui était plutôt favorable à la réforme. Ce que l'on voit, en tout cas, dans les circonscriptions qui sont traditionnellement, on va dire, pro-réforme, qui ont toujours soutenu de 95 jusqu'à aujourd'hui, circonscription du 16e arrondissement, du 15e, etc. La France qui a voté oui au traité de Maastricht et au référendum de 2005. Voilà. Exactement. Celle-là, ils ont tous basculé du côté d'Emmanuel Macron. Dans le 16e arrondissement, les députés sont d'Emmanuel Macron. Et pareil dans le 15e. Dans les Hauts-de-Seine, dans toutes les circonscriptions du centre-ville, des villes de l'Ouest, etc. Toutes ces circos-là sont passées sous mandat macroniste. Et donc, qu'est-ce qui reste à LR? Parce que LR, si on avait pu penser que ça allait être la grande Bérésina et la défaite, la grande déroute, LR s'est plutôt maintenu. Et aujourd'hui, avec ses 60 députés à l'Assemblée nationale, aujourd'hui,
et donc à conserver des circonscriptions, et notamment, c'est fait élire dans les circonscriptions qui sont plus rurales et où les électeurs des députés les républicains sont plutôt contre la réforme des retraites, eux. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que si l'on suit ce que fait un député dans sa vie au mois de janvier 2023, aujourd'hui, être député LR et aller devant ses électeurs, les électeurs qui sont foncièrement contre la réforme des retraites ou qui la trouvent à la fois injuste et absurde, ils sont dans une situation d'impasse. Et est-ce qu'ils iront voter le texte? Il y a un doute là-dessus. Or, c'est vraiment les 2 tiers des députés républicains. Et il y a le même sujet sur les députés LREM de gauche, en fait, qui sont initialement sur. Écoutez, selon les comptes faits par Data Politics, il y a 246 qui sont exprimés pour, officiellement dans les médias. Il y en a 274 qui sont contre. Donc, on est à 15 voix de la majorité absolue. Il y en a 13 dans l'abstention, 15 indécis et 23 positions inconnues. Et 85% des positions inconnues sont les républicains, sur les 23. Donc, moi, je pense qu'il y a 2 chiffres intéressants. Il y a 2 dynamiques qui sont intéressantes. Un, c'est que le soutien parlementaire à la réforme des retraites est en train de baisser. Ils avaient les voix. Il y a 3-4 semaines, quand Ciotti a fait son interview, le président des Républicains, ils avaient les voix. Là, maintenant, ils ne les ont plus. Ça pose question. Donc, Pierre, comment tu réagis par rapport à ça? Par rapport à ça, et que dire sinon que oui, donc le gouvernement l'a très mal joué. Comme disait Mathieu, Elisabeth Borne n'est pas une cador, loin de là. C'est vrai qu'elle a une image très négative chez les Français et depuis bien longtemps et même avant donc cette réforme des retraites, c'est-à-dire qu'elle a quand même utilisé donc 10 fois le 49.3 l'année dernière. Et pour les Français, voilà quoi. Et le fait que justement on leur présente une retraite, on se montre inflexible, on leur dit c'est comme ça et pas autrement. Et dans tous les cas, on a prévu d'utiliser l'article 47.1 donc pour rendre ça plus rapide. Sinon, on fait une ordonnance ou bien dans le pire des cas, on va faire un 49.3. Les Français, ça ne passera pas pour eux. C'est-à-dire, on peut parler en fait de la fin de Macron, c'est que si cette réforme ne passe pas, donc c'est le quinquennat tout entier qui est fini, et donc on pourrait se diriger vers une dissolution. Mais en tout cas, quel que soit le résultat, Elisabeth Borne, à mon avis, ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés. C'est vrai que même dans sa propre majorité, donc elle n'a plus le soutien qu'elle souhaitait. Et donc, on pourra y revenir. Et c'est vrai que les Républicains aussi, ils pensaient que justement, parce que Éric Ciotti avait dit, écoutez, moi, la réforme, je la voterai comme ça parce que ça me plaît, parce que ça correspond à ma ligne politique, elle pensait que c'était joué. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire, on a une quinzaine en fait, de députés LR qui ne veulent pas voter cette réforme et donc qui ont comme meneur Aurélien Pradier. Et donc, par rapport à cela, donc, Elisabeth Borne, on voit elle a très mal joué donc, au niveau de la communication, mais aussi très mal joué politiquement. Et c'est difficile d'imaginer Elisabeth Borne, en fait, être encore Premier ministre à la fin de l'année, on va dire. La question que je vous pose, et je la poserai également à nos auditeurs et aux personnes qui nous suivent sur les différentes plateformes, est-ce que Macron doit utiliser le 49.3 ou pas s'il n'a pas le nombre de voix nécessaires? Pour moi, en l'état, c'est le coût stratégique qui peut lui rester, mais qui est ultra risqué, qui est que s'il fait un 49.3, s'il dégaine cette arme-là, pour moi, la question qui se posera, c'est quel parti et surtout, en fait, est-ce que LR initiera la motion de censure? Il y a un commentaire qui est intéressant dans le chat, c'est, je ne sais pas si tu peux l'afficher, William, mais en gros, pour Easy Gamer, s'il lance un 49.3, les LR voteront la motion de censure. Moi, la question que je pose, c'est surtout, est-ce que ce n'est pas LR qui déposera une motion de censure? Pour l'instant, je suis plutôt sceptique. Parce je crois qu'il faut 60 députés pour faire déposer une motion de censure. Je suis pas sûr que tout le groupe. Voilà, il faut tout le groupe et c'est pour ça, je pense pas. Soutenir une réforme de motion de censure d'un autre. Enfin, certains. Certains, c'est un peu et ça dépendra de qui. Est-ce que ce sera une motion de censure RN ou une motion de censure plutôt LFI? Je pense que si c'est une motion de censure
RN, c'est pas impossible que la motion soit votée par une partie des députés LR. Là où, effectivement, si c'est une motion de censure qui est déposée par le RN, de toute façon, la LFI ne devrait pas la voter, a priori. Donc, la motion de censure aurait peu de chances d'aboutir, comme ça a été le cas sur le dernier semestre. Macron, il peut continuer à jouer sur les divisions, sur le fait que les oppositions ne s'entendent pas et qu'ils restent dans leur couloir aussi. Pour toi, Pierre, si tu étais à la place de Macron, et si tu n'as pas les voix, est-ce que tu utilises le 49.3 ou pas? Parce que passer en force sur une réforme qui a moins de 30% d'opinion favorable, c'est pas évident. Tu rentres dans les manuels d'histoire au moins. Oui, c'est sûr, Je pense que c'est le scénario des types qui débarquent à Paris comme en novembre 2018, en décembre 2018. C'est la question que je vous pose. Ça ne sera pas le même résultat. Mais après, je pense que véritablement, oui, comme Mathieu l'a dit, il peut le faire. Il peut le faire. C'est vraiment une solution de dernier recours. Et dans ces cas-là, la réforme passera. Mais à côté de ça, le quinquennat sera terminé. Et donc, pour moi, si j'étais Emmanuel Macron, écoute, si le 47.1 et si donc le soutien parlementaire n'est plus là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est justement faire de la discussion, de la concertation avec les syndicats. Et pas tous les syndicats. Je ne vais pas dire qu'il faut discuter avec Philippe Martinez, mais par exemple avec Berger, qui est contre les blocages, contre les manifestations brutales. Je discuterai avec lui. Je discuterai avec aussi une partie des Républicains qui déjà cherchent donc à justement inclure dans le texte les agriculteurs, à ce qu'on parle un petit peu des régimes spéciaux, des retraités, etc. Je ferai des concessions comme ça pour avoir un soutien normal. Et comme ça, je ferai passer non pas le texte en force avec le 49.3 ou le 47.1, mais justement, je ferai passer le texte comme tout texte législatif normal, en fait. Et pour moi, si ceci n'est pas fait, en fait, il ne passera pas comme le réformateur, mais justement comme une personne qui est antidémocratique. Et donc, comme j'ai dit, donc, son gouvernement a quand même fait passer 10 49.3 l'année dernière. Je pense que si on arrive à 11 ou à 12, je vois très mal, en fait, l'opinion se retourner. Merci Pierre. Je vais vous poser une question aussi sur la bataille parlementaire. Est-ce que ce qui ne se joue pas aussi, c'est les questions que les Français ne comprennent pas, les questions de procédure, de 47.1, de réforme de PLFSS qui n'aident pas vraiment. Je ne suis pas sûr qu'on va revenir dessus dans ce live-là. On verra, parce que la bataille parlementaire sera parfaitement engagée avec la question des amendements. Mais je pense que ça ne doit pas aider. La question qui est posée, c'est que je vais vous poser maintenant avant de parler de la question de la dissolution et de l'éventuelle dissolution, c'est est-ce que les députés LR n'ont pas intérêt à mettre des conditions d'exigence tellement élevées à Macron pour qu'ils disent non et lui retirer leur soutien? Mais dire qu'ils sont favorables à la réforme, mais à leurs conditions, pour obliger Macron à changer de texte. C'est la question qui vous est posée tous les deux à Mathieu et Pierre. Et surtout, question qui vous est posée, c'est est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Voilà, j'ai envie de répondre par une question, c'est quelles conditions ils sont prêts à mettre aujourd'hui les Républicains on met les pensions minimum à 1 200 €. Voilà, même plus, 1003, 1004, on réduit la CSG. On réduit la CSG, on supprime les régimes spéciaux, on aligne les règles de calcul du public sur le privé. Il ne le fera pas maintenant, parce que sinon il a la guérilla. Mais tu mets des conditions assez folles pour qu'ils disent non. Et ensuite, après, tu actes la rupture en disant Macron, en gros, n'a pas beaucoup de courage et il ne le fera pas. Voilà. Et s'il oblige à utiliser le 49.3 maintenant, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas utiliser le 49.3 sur un autre texte, notamment sur le projet de loi immigration. Bien sûr, parce que pour certains, la bataille contre Emmanuel Macron va continuer tout le semestre. Et ça, c'est sûr. Moi, je pense quand même que sur la question d'éventuellement une motion de censure ou de faire passer le texte et un 49.3, moi, je pense qu'Emmanuel Macron est dans une réelle impasse stratégique. Et la question des Républicains, du positionnement des Républicains, elle est intéressante, mais le problème étant, je trouve qu'elle a été tranchée trop vite, notamment par la position d'Éric Ciotti,
qui a été fraîchement élu au Congrès en décembre dernier, qui a très vite acté un soutien de la réforme à des conditions sur lesquelles il a déjà en fait cédé. C'est pour ça que je posais tout en début la question de quelles conditions. Est-ce qu'aujourd'hui les Républicains sont prêts à réévaluer leurs conditions? Sur les éléments paramétriques, je ne suis pas sûr. Par contre, là, il y a des éléments intéressants, c'est sur la question des régimes spéciaux et du public. Tu as toujours une astuce pour ça. Si on rentre dans le détail de la stratégie politique, il suffit que Laurent Wauquiez sorte une interview et dise « Moi, c'est la réforme des retraites que je veux. Vous mettez ça comme réforme des retraites, vous mettez une politique d'emploi des seniors, une politique de natalité, et nous, on signe. » Bon, les gens oublieront la position de Ciotti en 2 semaines. Donc, OK. Donc, pour toi, les Républicains, ils peuvent le faire, mais c'est pas sûr. J'ai un commentaire sur Twitter qui dit que Macron ne retirera pas, et c'est la question que je pense qui va être tournée, Pierre, Macron ne retirera pas son texte parce que c'est pas lui qui décide, il doit rendre des comptes à la Commission européenne, à l'Europe, et il s'est engagé sur la réforme des retraites. Toi, Pierre, dans les arcanes de l'Union européenne, est-ce que tu penses qu'il s'est engagé aussi verbalement ou c'est plutôt un truc beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire qu'il essaye de faire ça pour gagner de la crédibilité en Europe alors qu'il n'en a plus beaucoup? Oui, je pense que c'est plutôt la deuxième chose, c'est-à-dire il ne faut pas croire que justement que ce n'est pas Macron qui tire les ficelles, ce n'est pas le cas véritablement. Donc, mais il veut donc être cohérent aux yeux de Bruxelles, c'est-à-dire c'est pour ça à mon avis qu'il le fait aussi cette année, alors que le timing est très mauvais, c'est-à-dire il veut arriver à Bruxelles avec donc la renégociation, par exemple, du pacte budgétaire en disant, bah, écoutez, nous, on a fait des économies, vous voyez bien, on a gagné 12 milliards avec cette réforme des retraites, ce qui est rien. Mais donc, il espère donc justement avoir un petit peu plus de crédibilité, donc justement de peser face aux Allemands, face aux Autrichiens qui, excuse-moi l'expression, qui ne vont pas le rater quand il faudra donc renégocier les termes du pacte budgétaire et donc renégocier par exemple les 3% de déficit, etc. Parce que Macron, il ne faut pas oublier, donc est favorable donc à un allègement de l'orthodoxie budgétaire au niveau européen, mais bien souvent à Bruxelles, on lui dit mais tu es bien gentil, mais tu es un des pays les plus dépensiers, tu es incapable de faire des économies. L'endettement atteindra, si rien n'est fait, l'endettement de la France va atteindre 120%, ce qui est très loin donc des 60% autorisés en fait par la loi européenne. Donc je dirais que oui, c'est plutôt donc une tentative désespérée donc de sembler un peu plus crédible aux yeux de Bruxelles plutôt que d'être en mission pour la Commission européenne. Merci Pierre. On va arriver à la fin de ce live. Pour vous, la question que j'ai posée aux internautes, auxquels je vais vous donner les résultats, est-ce que Macron va-t-il céder face à la rue? Et étonnamment, on a un échantillon qui est identique quasiment aux instituts de sondage. Je vais vous donner les résultats, il y a 38% de nos sondés sur Twitter qui pensent que Macron va céder à la rue. Et il y en a 62% qui pensent qu'il ne va pas le faire. Donc, on a à peu près les mêmes résultats que les ratios. À peu près, donc on a une base qui est plutôt en cohérence avec les Français. La deuxième question que j'ai posée, c'est les syndicats ont-ils remporté leur pari dans leur mobilisation contre la réforme des retraites? Il y a 73% qui pensent que, 73,7 pour être précis, qui pensent que oui, les syndicats ont remporté leur pari. Et ensuite, l'autre question que j'ai posée, c'est qui est gagnant de cette journée de mobilisation? C'est Martinez à plus de 50%. Et ensuite, après, on a à égalité Macron, Mélenchon et Berger aux alentours de 15-18%. Et la dernière question que j'ai posée, c'est en cas de nécessité, Macron doit-il utiliser le 49.3? Pour l'instant, c'est non. Il n'y a personne qui dit oui. Je pense que c'est un suicide. Mais ça me permet aussi de prêter le commentaire. Madame Bord dit aucune négociation, mais Pape Sourin ne veut pas négocier avec ses tortionnaires bourreaux. Il exige le retrait et l'annulation de cette réforme. Est-ce qu'on n'arrive pas à une cassure entre deux France, celle de Macron et celle des manifestants? Complètement. Et je pense que du coup, en plus, cette France du travail dont on a parlé en début de live, elle est clairement en rupture. Elle est en rupture sur la question des aides, des différentes aides sociales et des aides au carburant pour lutter face à la vie chère.
elle est en rupture politique parce qu'elle n'a pas élu Emmanuel Macron, qui a été élu par les CSP+, et les retraités. Et ça, elle l'est depuis les Gilets jaunes, grosso modo. Alors que, traditionnellement, initialement, Emmanuel Macron, en 2017, il est élu il est plutôt élu de manière homogène dans toutes les catégories sociales, y compris chez les actifs, même si c'était un peu moins que Marine Le Pen au premier tour, mais il est quand même élu, il fait plus de 25% des voix dans les professions intermédiaires, au niveau des employés, c'est juste qu'il fait moins au niveau des ouvriers, mais il est plutôt élu de manière homogène. Et puis après, il y a aussi un autre point que je vois en termes de stratégie politique, pour terminer sur ça aussi, c'est en cas de dissolution et en cas de nouvelles élections, il y a aussi la question de quels partis sont en capacité de pouvoir mener une deuxième campagne des législatives un an après, à peine un an après la précédente, notamment financièrement. On sait que Renaissance n'a pas de problème financier. On sait que c'est peut-être beaucoup moins le cas pour le Rassemblement national ou même pour LFI. Il y a trois partis capables de porter la bataille maintenant. C'est NUPES, enfin LFI. C'est-à-dire que Europe Écologie et le PS sont obligés de faire un accord avec avec LFI. Il y a Macron, Renaissance, même si c'est divisé en plusieurs partis aussi. Il y a le Rassemblement national, qui, de toute façon, c'est les trois partis. Enfin, on va être plus précis. Ceux qui attendent l'élection, c'est LFI et le RN, qui pensent qu'ils vont faire plus. Et les premiers retours qu'on a, notamment en regardant les résultats lors des élections législatives partielles, c'est que la NUPES, étonnamment, même s'il y avait des polémiques sur Sandrine Rousseau, sur Marine Tondelier, sur Mélenchon, etc., sortent plutôt de gagnantes. C'est-à-dire que les endroits où ils avaient perdu la dernière fois, eh ben, ils gagnent maintenant. De très peu, hein. Ça se joue à très peu. Mais de toute façon, la participation est tellement faible que ça se joue à très peu. Mais la NUPES gagne son pari pour l'instant. Sur la question de la mobilisation, il gagne plutôt son pari. C'est-à-dire que si on fait une projection, il n'est pas exclu que Macron sorte en situation baissière, que LFI monte et que le RN monte. Dans ce cas-là, est-ce qu'on n'arrive pas sur une France qui est complètement ingouvernable si Macron dissout? C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui sera soutenu par 35-40% des Français maximum, maximum, s'il n'y a pas d'alliance avec les Républicains. Et vous avez une opposition qui représentera 40 à 45% des Français minimum aussi de l'autre côté. Ça paraît une situation assez mal embarquée. Toi, Pierre, est-ce que toi, tu penses qu'il va utiliser le 49.3 ou est-ce qu'il va dissoudre? Je pense que de toute façon, il ne va pas reculer. Il ne va pas reculer parce qu'il sait très bien que s'il recule, c'est la fin. C'est la fin. Il a été élu, il est très peu soutenu par certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il est vu comme un réformateur. Si donc il fait volte-face, c'est fini. C'est fini. Donc je pense qu'il y aura le 49.3. Mais après, je pense aussi qu'après ça, ça va être ingouvernable. La France va être ingouvernable. Et donc, comme on l'a rappelé, donc, si ils arrivent à concrétiser leur tour de passe-passe et s'ils arrivent à faire passer le 49.3 en fait dans le vote du budget, donc au niveau de la sécurité sociale, donc là, ils auront encore un 49.3 utilisé avant juin 2023 parce que justement, donc c'est dans le budget, donc ils pourront utiliser un hors budget. Dans ces cas-là, ils pourraient encore penser à faire la même chose avec la loi immigration. Mais si son tour de passe-passe, ce qu'il faut bien dire, c'est un tour de passe-passe, parce que Laurent Fabius, par exemple, qui est président donc, du Conseil constitutionnel, n'est pas sûr que donc, cette réforme des retraites puisse passer dans le budget de la sécurité sociale. Eh bien, si ce n'est pas le cas, donc il aura utilisé son dernier 49.3, ça sera donc l'anarchie en France et donc il ne pourra rien faire en fait pour le reste de son quinquennat, soit donc il va dissoudre. Et comme tu l'as dit, donc les élections donc partielles l'ont bien montré, donc la NUPES et LFI donc bizarrement donc montent et réussissent. Et je pense que c'est pour ça que alors on n'avait pas entendu Marine Le Pen au sujet des retraites depuis près d'un mois, donc c'est pour cela que donc ces derniers jours, elle a commencé à donc s'exprimer publiquement et à dire que cette réforme était foncièrement injuste, parce qu'elle a compris que justement c'est la NUPES qui incarne aux des Français l'opposition, parce que c'est vrai qu'en Assemblée nationale qui ne dit rien, donc ne peut pas incarner l'opposition.
Donc, mais je suis d'accord avec toi, on se dirige vers une France ingouvernable et vers l'anarchie. Hein. Ils ont perdu un siège dimanche. Ils ont perdu un Oh, ils ont siège. perdu un siège, oui. Ils ont perdu un siège. Ça Donc, serait joué à très peu de voix. à chaque fois, on dit que le Rassemblement national sort gagnant. Là, visiblement, c'est plutôt le parti de Non, Jean-Luc Mélenchon qui sort plutôt gagnant, quoi. oui, voilà. Et surtout, il faut le rappeler, donc le Rassemblement national donc, a perdu un siège, ils n'ont plus que 88 sièges, mais surtout, ils ont perdu un siège donc dans, comment dire, dans des régions, dans des territoires, en fait, qui leur étaient acquis. Et face à la Renaissance, face au parti d'Emmanuel Macron, Oui, ce ils n'est ont même pas pas perdu rien. contre la NUPES, hein. Ils ont perdu contre Contre Horizon. Emmanuel Macron, Ouais, contre oui. Horizon. Donc, Ceux ce qui qui montre supportent la bien que réforme. sinon, il y a un essoufflement. Voilà. Toi, Mathieu, est-ce que toi, tu penses qu'il y aura une utilisation de 49.3 ou est-ce qu'il y aura une dissolution? Et puis après, je vous poserai la question de perspective pour conclure ce live. Comment vous voyez la suite des événements? Sur la question du 49.3, en l'état actuel des choses, pour l'instant, je pense pas qu'il l'utilisera. Au 31 janvier 2023, je suis pas sûr, dans la mesure où, malgré tout, il a encore des LR qui sont indécis, qui peuvent donc, de fait tomber, revenir sur leur vote originel. Je pense qu'il va étudier la position de Laurent Wauquiez, tu l'as bien rappelé, qui sera très intéressante s'il s'exprime sur le sujet. Ce qui n'est Et pas sûr. Ce qui est pas ce sûr. qui n'est pas du tout sûr, en fait. Et en l'absence d'expression sur le sujet, il n'est pas impossible qu'on soit sur un statu quo qui bénéficie plutôt à ce que va faire Emmanuel Macron. La deuxième possibilité, c'est faire des compromis, notamment sur tout le reste. Autant sur la réforme paramétrique, on a compris qu'ils ne le feront pas, autant sur tout le reste, par exemple, T'es sûr, réévaluer les critères de pénibilité, etc., t'es sûr qu'ils le feront pas? qui ne feront pas un 49.3. Non, qu'ils feront pas de compromis sur la réforme paramétrique sur la question de l'âge. Pour l'instant, en tout cas, moi, je suis pas sûr. Après, ils peuvent faire quelque chose de subtil. Ah, mais Comment? moi, je pense qu'il faut rien exclure. Moi, je pense qu'il faut rien exclure du tout parce que ils vont dire on lâche pas sur l'âge. Et ce qu'ils vont pas dire, c'est quand est-ce que ça sera appliqué. Ils peuvent faire une clause du grand-père. Ça veut dire que les 64 ans sont appliqués qu'aux nouveaux entrants. Ils peuvent dire on fait une clause de revoyure dans 5 ans sur les 64 ans, on fait 63 ans d'ici 2027, et après 64 ans, on fait une clause de revoyure en 2027, ce qu'il ne faut absolument pas exclure. Ensuite, après, ils peuvent dire on retire l'âge, par contre, on garde les années de cotisation. C'est ça. Voire, on peut même aller plus loin que la réforme Touraine. Pour certains, c'est pas impossible aussi. On pourrait passer à 44. En tout cas, on le voit dans le débat, pas dans le débat public, mais dans les petits milieux, on voit quand même que cette hypothèse-là émerge, est mise sur la table, en tout cas, de non pas effectivement rester sur le 62, du coup, de ne pas rompre avec rompre avec la proposition d'âge totémique, mais par contre, effectivement, passer sur accélérer, aller au-delà de l'accélération de la réforme Touraine et passer de 43 à 44 annuités, ce qui présenterait l'avantage de pénaliser tout le monde, pour le coup, y compris les cadres et les personnes qui sont arrivées sur le marché du travail à 24, 25, 26 ans et qui aujourd'hui doivent déjà partir après 64 de loin. Donc, je pense qu'il peut faire des compromis de cette nature-là. Ce n'est pas impossible. Je pense qu'en l'état, c'est très difficile dans son histoire politique de ne pas garder les 64 ans, je pense. Oui, ça c'est sûr, mais ils peuvent Oui. faire des aménagements. Des aménagements qui Parce seraient qu'en fait, tellement aménageux. oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se passer. La première question que nous on s'était posée lors de notre dernier live, c'est est-ce qu'il y aura plus de manifestants le 31 janvier que le 19 janvier? Là, il y en a eu plus, avec moins de grévistes dans les bastions syndicaux. C'est-à-dire qu'il y a une autre France qui a substitué vis-à-vis de la France du blocage qui manifeste habituellement. Ça, c'est le premier élément que je vois intéressant et qui a une augmentation. C'est surtout ça. Le deuxième point, c'est que la bataille de l'opinion publique est catastrophique. Ils sont en train de perdre petit à petit. Le troisième point que moi je vois intéressant, c'est qu'il n'y a ni violence, ni véritable blocage, parce qu'en fait, il y a une partie de la France du travail qui a le télétravail. Donc, ça joue énormément. Le quatrième point que moi je vois intéressant, c'est qu'on arrive sur une augmentation le 31 janvier. Et c'est-à-dire qu'il y a des Français qui ont déposé 2 jours de grève le même mois, alors que les fins de mois sont difficiles. C'est-à-dire qu'il y a de la réserve.
ils ont les moyens de tenir éventuellement une grève de longue durée avec la mobilisation des caisses, etc. Et qu'en termes de symbole et en termes d'image, c'est plutôt la manifestation à la Berger qui l'emporte sur celle de la Martinez, auquel on avait CGT qui a coupé les centrales nucléaires, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on met en avant. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de… Pour l'instant, on n'est pas sur ça. Donc, je pense qu'il faut voir dans les prochaines semaines, si on dépasse la barre des 75-80% de rejet. Si on a 75-80% de rejet, ça veut dire que Macron a moins de soutien sur son projet que son nombre de voix au premier tour. Et donc, son argument de dire « j'ai été élu sur mon projet » sera plus bon parce que les gens vont dire « non, mais attends, mon coco, tu as fait 28% des voix au premier tour, mais tu as moins de 28% qui soutiennent ton projet. » Donc là, il y a un souci. Ça, c'est le premier point que je vois. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est de voir si ça continue à croître dans les prochaines semaines. Imaginez, on bat tous les records. Dans les prochaines semaines, prochains mois, on arrive à 3,5-4 millions de manifestants selon la CGT, donc plus de 1,5 million selon le ministère de l'Intérieur. Ça va être compliqué. L'attitude au Parlement, si vous avez des déclarations de députés LR qui sont plutôt favorables à la réforme, auxquelles vous retrouvez des screens il y a 3 ans qui disaient qu'il faut faire la réforme des retraites pour l'élection présidentielle, qui disent maintenant il faut reculer, vous avez un véritable sujet aussi. Et si le gouvernement continue à foutre des bourdes, à faire des bourdes, là on a l'impression que le gouvernement, c'est le carburant des manifestants. À chaque fois qu'ils s'expriment, il y a de plus en plus de manifestants. Donc il y a un sujet qui est posé dessus. Un sujet qui est posé dessus. Je pense que ça va être toutes les occasions et tout ce qu'on va voir, nous, dans les prochaines semaines. Je vous laisse réagir par un dernier commentaire sur, pour vous, quels sont les enjeux des prochaines semaines. Et puis, on clôturera le live pour attendre de voir la suite des événements. Pour moi, je suis assez d'accord. Il faudra voir la suite, mais c'est assez encourageant et surtout, c'est encourageant pour Berger plus que pour Martinez. C'est-à-dire que Martinez rêve encore d'une grève totale, rêve de blocage, rêve de grève reconductible. Pour l'instant, personne n'a voté de grève conductible à part la SNCF, donc, qui commencera le 13 février. Mais à part ça, donc, ce n'est pas le cas. Et donc, comme tu l'as dit, donc, s'il y a beaucoup de gens qui manifestent le 7, ils font une grève le 13 février avant les vacances de février. Ouais, non, c'est reconductible en plus. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est possible que il y a toujours des ennemis de l'intérieur qui sont prêts à gâcher le truc. Voilà, mais c'est ça en fait, c'est pour ça en fait. Berger n'en veut pas du tout en fait, mais c'est vraiment ça la France du travail quoi, parce que si c'est la CGT qui est puissante à la SNCF, je crois. Oui, c'est pour ça, donc c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Mais imagine-toi, juste avant les vacances, en plus d'avoir 1 ou 2 TER annulés donc tous les jours. Un ou deux, t'es sympathique. Il est possible que ça se passe comme lors des 2 sur 10, sur 10, sur 10. Ah ouais. Oui, non, et voilà, 1 ou 2 sur 10, justement, ce serait moyen de s'aligner les Français. Donc voilà, donc c'est tout cela, je pense, c'est voir ce qui va se passer lors de la manifestation et voir si justement la ligne de Martinez sera suivie et s'il y aura d'autres grèves reconductibles et si on va partir sur un blocage massif ou si on va partir sur un mouvement de foule plutôt pacifique avec des manifestations qui rassemblent beaucoup de monde mais qui ne font pas de casse. Voilà. Merci Pierre. Et toi, Mathieu? Moi, je mettrais un dernier point que moi je vais suivre en tout cas sur les prochains jours, prochaines semaines, c'est la question des bourdes politiques et des bourdes de communication, parce qu'il y a un indicateur dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi intéressant dans le sondage des labs, c'est que 84% des personnes qui s'opposent à la réforme d'Emmanuel Macron le font parce que c'est par rapport au contenu du projet et non par simple opposition à l'exécutif. Donc, c'est-à-dire que quand même, tu as 85% des gens qui s'opposent, hein, évidemment, donc ça reste quand même sur 70% de Français, on pourrait faire le calcul, mais qui sont vraiment contre le texte en lui-même. Et donc, en l'état, expliquer, la posture d'Elisabeth Borne et du gouvernement, c'est d'aller expliquer aux Français la réforme comme s'ils ne l'avaient pas comprise, ça, en l'état, ça sera irrecevable. Et pour le coup, le gouvernement, en continuant ce genre d'attitude, risque de commettre des bourdes qui vont l'handicaper dans la suite pour mener à bien le projet. Et là où moi je vois un point qui est intéressant, c'est je pense que le gouvernement doit arrêter de parler de ça. En fait. Ils font tellement de bourdes sur le sujet qu'ils doivent arrêter ça et passer le relais
au Parlement en fait et laisser les débats à l'Assemblée nationale commencer et se poursuivre en fait et aboutir à quelque chose qui soit plus dans l'ordre de la démocratie parlementaire, parce que c'est aussi ça que les Français ont mis au pouvoir il y a moins d'un an. Donc moi, je le vois plutôt là-dessus. Moi, je partage ton point. Je pense que je ne vois pas souvent on dit la même chose et il manque de pédagogie, etc. Je pense que les Français, ce n'est pas une question de pédagogie. C'est juste que le report de l'âge, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas confiance aux acteurs qui portent cette question-là. Notamment, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont pour ce report de l'âge. Philosophiquement, ils sont pour le travailler plus. Mais ils n'ont pas confiance sur le gouvernement pour mettre les conditions nécessaires pour que ces conditions-là soient réunies. C'est le premier élément que je note. Le deuxième élément que je vois qui est plutôt intéressant, c'est sur la mobilisation, c'est est-ce que Macron ne se trompe pas de stratégie, notamment je vais faire le parallèle avec la dernière élection présidentielle, est-ce que lui peut convaincre davantage de Français sur son projet, sur sa personne, sur ses idées, etc. Ou est-ce qu'il doit compter sur Mélenchon, Martinez, etc., pour couler le mouvement et le rendre plus acceptable que l'autre? Toute ma théorie dessus, c'est ça là. C'est tant que le gouvernement parle et prend la main, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire en fait. Enfin, il y a différents éléments. On avait parlé de la question des régimes spéciaux, etc. Mais peut-être qu'il est un peu tard aussi pour le faire, dans la mesure où le débat s'est ancré sur plusieurs questions. Mais si Martinez continue à parler, vous avez les sections locales de la CGT qui bloquent des centrales, qui ferment des centrales, qui coupent l'électricité à certains Français qui soutiennent la réforme, il y a une partie qui vont se dire que c'est un peu excessif. Donc, il faut voir comment ils se comportent, voir s'il y a des violences, voir si les Français peuvent continuer à se mobiliser dans le temps. Tout ça, ça reste encore des interrogations. Je pense qu'on en a pour 1 mois et demi, 2 mois encore, et que pour l'instant, la bataille n'est pas réglée, même si Macron, il faut bien l'admettre, a perdu la première manche de façon très claire. Mais les Français pensent toujours que le projet de réforme va être voté. Mais on suivra ça tous ensemble lors de nos prochains décryptages. Encore merci Pierre, encore merci Mathieu, encore merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous pouvez retrouver le replay de ce décryptage, notamment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains contenus vidéo, décryptages et différents événements. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bon courage dans cette période. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, bon courage à tous. Bonne soirée.